L'anxiété, on la sent beaucoup. Déjà chez les enfants, on en ressent beaucoup parce que les enfants sont confrontés, donc du coup ils sont dans un système de classe classique avec plein d'enfants qui fonctionnent correctement et puis il y a d'autres petits patients qui dysfonctionnent un petit peu et donc il y a une anxiété parce que du coup on est différent de l'autre. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de Simp, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez Simp, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Bonjour Agathe. Bonjour Nicolas. Je suis très heureux de t'avoir ici pour un deuxième épisode. Donc je t'ai demandé si tu voulais bien revenir sur l'émission parce que la première émission a suscité beaucoup d'intérêt, notamment sur TikTok. On a reçu des centaines de commentaires et de questions liées justement au TDAH et à l'épisode qu'on a fait ensemble. Et donc du coup ici le but c'est de profiter de commencer par répondre à certaines questions. Donc je vais te poser les questions directement telles qu'on les a reçues. Et puis après on va en profiter pour rentrer du coup dans certains sujets plus en profondeur, les sujets qui ont suscité beaucoup d'intérêt, notamment le TDAH chez les adultes, la régulation des émotions, la différence entre ce qui est TDAH, HPI, HS, et aussi le lien entre TDAH et anxiété. Ouais. Voilà. Mais donc, du coup, je vais te poser ces questions, mais avant, j'ai juste une petite question. Oui. J'aimerais te demander pourquoi, selon toi, le TDAH suscite autant d'intérêt aujourd'hui. Alors, je pense que ça suscite beaucoup d'intérêt parce que, comme il y a beaucoup de diagnostics pour le moment, les parents sont très inquiets et donc il y a une espèce de boom là-dessus sur les réseaux. On voit de plus en plus de pages s'ouvrir, et donc creuser un peu le diagnostic, creuser la recherche, creuser vraiment cette question en fait de qui on est. Et comme c'est un trouble qui a été diagnostiqué chez les premiers adultes uniquement, on en parle en tout cas chez l'adulte depuis uniquement 2013, c'est quelque chose qui suscite vraiment beaucoup d'intérêt de ce niveau-là. Et donc voilà, c'est simplement que les parents se reconnaissent dans leurs enfants et donc en fait on se pose plein de questions, la médecine avance et donc voilà, c'est un espèce de continuum de ok, en fait je me retrouve super fort dans mon fils ou dans mon enfant et en fait je me rends compte que voilà, le trouble qui a été diagnostiqué chez mon enfant, je l'ai aussi. Et donc, tout ça suscite beaucoup d'intérêt. Et voilà, il y a dernièrement beaucoup de diagnostics qui se fait de plus en plus parce que la médecine avance beaucoup. Et donc, du coup, ça aide à ce niveau-là. Bon, ça fait sens. Justement, dans les questions qu'on a eues, c'est souvent aussi ce truc parent-enfant. Ouais. Top. Mais on va y revenir. Je vais d'abord te poser du coup les questions qu'on a reçues qui revenaient en commentaire. La première c'était quel est le pourcentage de personnes avec un TDAH? J'ai l'impression que nous le sommes tous. C'est ça. Alors on ne l'est pas tous. Le pourcentage en fait chez l'adulte va osciller entre 2,5% et 4%. Selon les différentes études, en fait il y en a des études qui vont être très optimistes en parlant de 4%, d'autres un peu moins en parlant de 2,5%. Chez l'enfant on oscille plutôt entre 4-6%, voire jusqu'à 10% dans la population, mais c'est parce que voilà, pour le moment il y a un peu un diagnostic massif parce que justement on avance beaucoup au niveau de la médecine et donc ça se fait à ce niveau-là. C'est un pourcentage de personnes diagnostiquées ou c'est une estimation sur base des personnes diagnostiquées? C'est une estimation sur base des personnes diagnostiquées, mais je pense que c'est aussi en fait une estimation un peu parce qu'on remarque beaucoup ça dans les écoles, etc. Et donc c'est un peu sur la population générale. On se dit un peu, ok, dans la population générale, on oscille entre 6 et 10% pour les enfants, quoi. Comme dans d'autres pathologies, y a-t-il différents niveaux? Alors, dans le sens niveau de gravité, non. Maintenant, on est quand même sur différentes composantes. Donc, on va avoir un trouble d'attention où seule l'attention est touchée. Puis, on peut avoir un trouble d'attention avec l'hyperactivité. L'hyperactivité qui peut être cognitivo-verbale, donc ça veut dire un débit de parole important. Ou une pensée en arborescence, etc. Ou alors l'hyperactivité motrice, qui est vraiment le syndrome typique de l'enfant qui court dans tous les sens. Et puis à côté de ça, il peut y avoir en plus l'impulsivité qui se rajoute, puis après le trouble oppositionnel avec provocation. Et donc en fait, il y a plein de composantes différentes dans le TDA, donc chaque profil de TDA est différent parce qu'il y a plein de... C'est pas des niveaux, mais c'est simplement qu'il y a plein de profils différents. Oui, c'est ça, donc tu as différentes sphères, et puis après tu as
une intensité différente dans chacune des sphères. Donc on va avoir par exemple, si je prends le cadre de l'hyperactivité, on va avoir des patients qui vont avoir une hyperactivité motrice qui est relativement douce, à savoir si éventuellement on se ronge les ongles, on bouge nos pieds devant la télé, des trucs comme ça, le syndrome des jambes sans repos. Mais à côté de ça, on va aussi avoir des enfants qui sont incapables de tenir en place et qui ont besoin d'être tout le temps en mouvement. Et donc malgré ça, il y a quand même des niveaux dans le sens du prisme de l'hyperactivité, c'est très large, tout comme les degrés d'attention. On peut avoir un déficit au niveau de l'attention divisée, comme un déficit au niveau de l'attention soutenue. Les deux sont différents. Et donc voilà, il y a il y a vraiment autant de profils de TDAH qu'il y a de TDAH au final. Où trouver des psychologues ou coachs spécialisés dans ce trouble pour avoir les bons outils ? Alors, moi, l'outil que je donne le plus, c'est le site internet TDA Belgique, donc tda.be, qui est vraiment du coup axé Belgique, qui permet en fait d'avoir accès à une base de données énorme, tant sur les articles que sur les professionnels de la santé qui bossent vraiment autour du TDA. Moi, je sais que le centre dans lequel je travaille est mentionné dessus. Et donc voilà, il y a vraiment un panel vraiment d'informations énormes sur ce site. Et donc, c'est vraiment un des meilleurs sites à utiliser quand on veut de l'information complémentaire. Super, je pense qu'on va mettre le lien en commentaire. Très bonne idée. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Que mettre en place pour éviter l'angoisse liée au devoir écrit ? Alors, le devoir écrit, en fait, ce qui pose problème souvent, c'est que, déjà, de base, ça dépend de ce qu'on entend par devoir écrit. Est-ce que c'est juste le fait de devoir être assis à une table et donc d'écrire, et donc même que ce soit un devoir de calcul ou de dictée, je veux dire, ou est-ce que c'est un devoir qui est vraiment sur l'écriture, le français, et donc ça, c'est une composante qui est plus compliquée, et donc ça requiert plus de la logopédie, mais vraiment cette angoisse du devoir écrit, si on prend vraiment dans l'ordre du devoir sur lequel il faut écrire, donc devoir de maths, en fait, il faut déjà se dire que si l'enfant est angoissé, ça veut dire que l'angoisse démarre de quelque chose. Au-delà de l'échec ou d'avoir peur de rater, c'est aussi sans doute que le parent, malgré toute sa bienveillance, provoque une anxiété chez l'enfant. Et donc, oui, la période des devoirs, on sait que ça va être compliqué, donc directement, c'est tendu, on n'a pas envie de le faire, etc. Et donc, ça va amener le parent à être dans une position anxieuse, l'enfant ressent cette anxiété, reprend l'anxiété lui-même, et donc en fait souvent ça donne lieu à des crises et des moments très tendus au niveau des devoirs à cause de ça. Et donc la première chose je trouve à faire, c'est vraiment travailler beaucoup sur le statut de l'erreur, et donc se dire qu'en fait rater c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est pas plus tard. Il vaut mieux rater un devoir que rater une interro, et donc le devoir c'est justement l'occasion de s'exercer, de travailler, et justement du coup de faire une erreur, et c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Et donc c'est la première chose, je pense que c'est valoriser vraiment le statut de l'erreur, et donc l'erreur elle fait partie du process. Et la deuxième chose, c'est vraiment essayer de trouver des façons ludiques de faire les devoirs. Et donc, éventuellement, travailler plutôt sur tablette que sur feuille, parce que du coup, la tablette, quand on efface, c'est pas un truc où on gomme et donc on voit encore les marques de ce qu'on a noté. Quand on efface sur une tablette, il n'y a plus rien. Et donc, il y a quelque chose déjà qui est plus sympa pour l'enfant, parce que du coup, ces erreurs s'effacent et disparaissent vraiment de son profil mental, et donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis à côté de ça, par exemple, moi je prenais l'exemple avec une patiente cette semaine, parce qu'elle retenait pas l'orthographe de certains mots, et un exercice que je trouve très chouette à faire, c'est noter en fait le mot dans la cuisine en majuscule et demander à l'enfant de retenir ce mot. Le parent va se planquer quelque part dans la maison et l'enfant doit en fait chercher le parent pour lui dire comment écrire ce mot. Et donc en fait trouver ce truc un peu ludique de ok, mais tant que t'as pas trouvé le mot et que tu fais pas une orthographe parfaite devant moi, tu recommences le schéma, quoi. Donc tu dois recourir, chercher et lire ce mot, et puis me retrouver, me le dire, et quand c'est validé, ok, on passe au mot suivant. Et donc il y a quelque chose de très ludique, parce que du coup il y a quelque chose de fun. Il faut chercher le parent, il faut réussir à retenir le plus rapidement possible, et puis courir, le noter, faut pas oublier en chemin. Et donc il y a quelque chose de l'ordre vraiment du jeu qui est important. Et je pense que les parents qui ont des enfants qui sont très anxieux, il faut vraiment passer par ce chemin ludique de dédramatisation des devoirs. C'est un des trucs les plus importants. Un enfant très timide à l'école, souvent dans la lune, peut-il présenter des signes de TDAH ? Alors, présenter des signes, oui, complètement, il peut tout à fait en présenter, mais c'est pas parce qu'il est timide et dans la lune qu'il l'est. Donc ça, il faut faire attention à pas stigmatiser tout le monde non plus. Les enfants timides sont souvent perdus dans leurs pensées, parce que mal-être, parce que plein de choses. Et les enfants dans la lune, ça dépend en fait de quoi on parle. Est-ce que c'est
permanent? Est-ce que c'est même dans la cour de récréation où il y a des moments où il est perdu, et donc perdu dans ses pensées? Ou est-ce que c'est uniquement en cours quand les cours sont pas très palpitants? Voilà, il faut vraiment essayer de comprendre quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça se stimule. Et puis en fait, essayer de... Enfin voilà, c'est jamais une mauvaise idée d'aller voir un neuropsy pour faire un diagnostic. C'est toujours très intéressant. Mais voilà, il faut pas non plus stigmatiser parce qu'on est dans la lune, quoi. Ce qui était beaucoup le cas à l'époque de nos parents. D'ailleurs, est-il possible de savoir si j'ai un TDAH à l'âge adulte, même à un âge avancé? Oui. Alors, le diagnostic du TDA, en fait, on le débute à 6 ans. Avant, c'est difficile parce qu'on n'a pas les tests suffisants pour le faire. Et donc, on commence le diagnostic à 6 ans. Et je pense que mes batteries de tests, moi, montent jusqu'à 79 ans. Donc, c'est vraiment des tests qu'on va vraiment faire sur un panel de personnes énorme. Par contre, l'importance avec un âge plus âgé, c'est qu'il faudra faire un diagnostic différentiel pour être sûr que ce ne soit pas lié à un trouble anxieux, à une dépression, à un burn-out ou encore voilà, déjà un déclin cognitif, qu'importe. Voilà. Qu'importe un peu le profil, mais donc il faudra faire un diagnostic, ce qu'on appelle différentiel du coup. Et du coup, ça amène justement très bien. On va parler du TDAH à l'âge adulte juste après cette dernière question. Okay. Le TDAH existait-il déjà dans les années 60 ou 70, mais sans être réellement diagnostiqué ou nommé? Oui. Donc en fait, les premiers cas de personnalité avec un trouble d'attention, c'était pas nommé comme ça à l'époque, mais ça a commencé à partir de 1897 dans la littérature. Les premiers cas arrivent à ce moment-là. Et donc on parle surtout d'enfants hyperkinétiques, en fait, l'axe est vraiment mis sur l'hyperactivité motrice. Et c'est uniquement en 1987 qu'on commence du coup à parler vraiment de troubles d'attention supplémentaires. Et le premier diagnostic TDAH selon le DSM, donc la grande bible des maladies mentales, là sort en 1994, les premiers cas vraiment de TDAH, et puis du coup les cas adultes en 2013. Donc c'est très tardif, mais ça existe depuis toujours, et c'est simplement qu'on ne les connaissait pas. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, avec l'époque de nos parents c'était dans la lune, c'était des cancres, etc. Et puis en fait petit à petit on avance en médecine, en diagnostic TDA, et donc on se rend compte que il y a une vraie pathologie derrière, quoi. Super, on a fait le tour. Il y avait d'autres questions. Merci d'ailleurs tous ceux qui ont posé leurs questions. On espère que ça y a répondu à quelques-unes. On va pas pouvoir toutes les faire non plus. Mais en tout cas, ouais, ça permettait de savoir un petit peu. Voilà, le premier épisode était très axé sur l'enfant et on a vu qu'il y avait pas mal de choses qui revenaient souvent, qui étaient voilà. Et nous, parents, on le voit chez nos enfants. On se rend compte que ça peut peut-être expliquer pas mal de choses chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc du coup, je propose qu'on commence par parler en fait du TDAH à l'âge adulte. On a abordé quelque chose ici, mais du coup, de nombreuses personnes découvrent le TDAH à l'âge adulte, soit le fait que ça existe ou que leurs enfants ils sont diagnostiqués. Et c'est souvent même un soulagement. Ce sont des choses qu'on entend, ça me soulage, ça permet d'expliquer beaucoup de comportements, mais du coup, ça soulève beaucoup de questions. Oui. Mais avant même, du coup, j'imagine pas mal de gens se posent la question, est-ce que je le suis? Quels sont, selon toi, les signes ou difficultés les plus fréquents chez les adultes qui valent la peine du coup de se poser la question de est-ce que je le suis et d'aller faire quelque chose, et puis quelles sont les questions ou difficultés que ça soulève une fois qu'on s'en rend compte en tant qu'adulte, ok, je le suis. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, en fait, dans les différents profils qu'on voit au niveau de l'adulte, je pense que le plus important, c'est de se poser la question de est-ce que, à l'heure actuelle, j'ai des difficultés au niveau attentionnel qui impactent énormément mon quotidien. Et donc, typiquement, est-ce que quand je fais une liste de courses, je l'oublie d'office dans la voiture et donc il faut que je ressorte du magasin pour aller chercher ma liste de courses? Est-ce que quand je commence une tâche, en fait, j'oublie Enfin voilà, je prends le cas d'un truc assez ménager, assez classique au niveau de l'adulte, mais donc voilà, je me lance dans une lessive et en fait ma lessive je l'oublie pendant 2-3 jours et donc en fait elle a tourné, mais après quand j'ouvre la machine ça a pu le renfermer parce que du coup je l'ai oublié, ce genre de choses en fait. Et donc c'est des tâches qui n'ont pas été abouties, je commence plein de trucs et je n'aboutis jamais rien. Ça c'est aussi un des signes qui peut en tout cas poser question, et donc où il faut commencer un peu à s'inquiéter, on s'entend, mais c'est en tout cas voilà, s'interroger sur la situation. Il y a le côté aussi de l'anxiété, donc si je ressens beaucoup d'anxiété de manière générale au boulot, etc., que j'ai l'impression de me sentir dispersée, que mon cerveau part dans tous les sens et que j'ai jamais
une résolution de problème immédiate, etc. Même si on sait que le TDA, justement, est assez bon en résolution de problèmes. Mais voilà, c'est un peu ce truc généralisé de je commence plein de trucs, j'aboutis jamais rien et j'ai l'impression d'être toujours un peu à côté de mes performances et de jamais donner le meilleur de moi-même. Ça peut aussi... et à l'inverse, on peut aussi être dans un super perfectionnisme qui rend malade, en fait, parce que la moindre petite faille de ce qu'on fait devient un vrai problème qui devient maladif, quoi. On est complètement avachi enfin pas avachi, mais on est dans quelque chose de très dur envers soi-même par rapport à... Tout le plan se décompose, quoi. C'est ça, complètement, pour un détail. Moi, j'ai une patiente comme ça, c'était très fort. Au niveau de ses devoirs, c'était une jeune adulte d'une vingtaine d'années qui était à l'UNIF, dans un truc où ses TP, si elle faisait un truc au Tipex, elle devait recommencer toute sa feuille. Et donc, on est dans un truc d'hyper focus et de presque autistique dans la façon d'aborder les choses. Et donc, voilà. Donc, il y a plein de petits signes comme ça qui posent en tout cas question. Je dirais aussi que dans tout ce qui est désorganisation, oublier des rendez-vous, être régulièrement en retard, éventuellement avoir du problème avec travailler dans un environnement bruyant, c'est hyper problématique. Dans la prise de notes, dans une réunion d'équipe, se rendre compte que si c'est juste prendre des notes, on est très vite perdu. Tout ça peut en tout cas être des indices de TDA, et donc se poser la question d'un diagnostic, en tout cas rencontrer un thérapeute. C'est ça. Mais du coup, c'est un peu la question suivante. Avant de parler du post-diagnostic, comment est-ce que donc voilà, je subis pas mal de problèmes du coup, que tu viens d'évoquer. Oui. Ça m'empêche de fonctionner correctement au quotidien ou comme je le voudrais. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, le tdh.com ou .be pour trouver quelqu'un qui pourra m'aider? Quelles sont les démarches? La meilleure démarche à faire, c'est alors je prêche clairement pour ma paroisse, mais c'est d'aller d'entrée de jeu aller rencontrer un neuropsy, un ou une neuropsy, pour vraiment faire un diagnostic. Vraiment préciser que c'est pour faire un diagnostic TDA, comme ça on sait directement vers quoi s'orienter, et donc on sait qu'on doit faire une analyse QI, parce que ça c'est un peu le b.a.-ba de tous les tests neuropsy, et puis on va faire une analyse des fonctions attentionnelles et des fonctions exécutives, on fait passer des questionnaires, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et surtout on fait une anamnèse longue. Moi je sais que mes patients, je les vois 1h30 en anamnèse, les patients adultes, pour justement aborder l'intégralité de leur parcours, tant scolaire que professionnel que personnel, au niveau de leurs angoisses, leurs passions, etc., leur rapport aussi à la passion et au hobby, voir est-ce qu'on est sur quelque chose qui devient presque maladif et donc on rentre du coup dans le TDA, ou est-ce que c'est juste une conception normale d'un hobby, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout ce parcours est important, et donc en allant chez un neuropsy, ça nous permet de savoir déjà, d'avoir une bonne base, et en fait une fois que ce diagnostic, entre guillemets, ce rapport est fait chez un neuropsy, on peut aller rencontrer du coup des thérapeutes, des médecins, donc soit neurologues, soit psychiatres, qui peuvent en fait poser un diagnostic. Mais donc c'est plutôt dans cet ordre-là qu'il faut essayer de le faire, parce qu'il faut un médecin pour poser un diagnostic. Okay. Quel va être l'intérêt de poser un diagnostic? Alors, la pose de diagnostic permet, si c'est un cas vraiment très très avancé et avec beaucoup de troubles du comportement, des choses comme ça permet d'être reconnu éventuellement au niveau de la VIC, et donc du coup d'avoir des aides au niveau financier, parce qu'il y a des traitements qui peuvent être lourds, etc., d'un point de vue déjà de base, mais en plus financier, c'est assez lourd. Et à côté de ça, on peut aussi, grâce à la médecine, obtenir des traitements. Et donc, il y en a plusieurs qui sont assez connus, le méthylphénidate avec la rilatine, etc. Et il y a d'autres molécules qui sont... Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est si tu vas vraiment poser un diagnostic chez le médecin. Maintenant, j'imagine qu'il y a, de nouveau, on parlait de continuum tout à l'heure, entre j'ai vu 10 raisons qui font que tu es TDA sur Instagram ou TikTok, où je coche 5 cas sur 10 et je me dis, ok, je suis TDA, jusqu'à aller chez le médecin, un diagnostic et peut-être même un traitement médicamenteux. Entre les deux, il y a consulter un neuropsy. Oui. Et j'imagine que pour certaines personnes, c'est peut-être suffisant aussi. J'aimerais déjà aussi ton avis sur les tests qu'on voit, 10 questions pour savoir si on est TDA. Et puis
voilà, ceux qui se disent juste je vais poser un diagnostic, en tout cas pas un diagnostic chez le médecin mais un diagnostic chez un neuropsy, juste parce que ça me fait du bien de le savoir, ça permet d'expliquer certaines choses, mais du coup ça soulève d'autres questions. Qu'est-ce que tu penses des 10 tests questions. en 10 questions? Alors 10 questions. Si c'est pour si on s'arrête à ça, c'est pas bon du tout. Il faut pas du tout s'y fier. Maintenant, par exemple, sur le site TDA Belgique, il y a un espèce de questionnaire un peu avec entre guillemets, on dit voilà, si vous avez plus de 5 points, ce serait intéressant d'aller voir un neuropsy. Donc si c'est fait dans ce sens-là, oui. Si c'est 10 questions pour savoir si vous avez, non. C'est plutôt OK. Est-ce que vous avez autant de points? Si oui, allez consulter quelqu'un. Ça, je trouve ça assez logique. Et donc, il y a une cohérence dans la démarche. Si c'est Marie-Claire qui vous propose un test sur votre profil TDA, ça, c'est sûr que c'est pas du tout adapté et adéquat. Et donc, ça, vous évitez, par pitié, évitez ça. Mais donc, du coup, après, ils vont venir chez toi ou un autre neuropsy pour faire le test. Est-ce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu disais que c'est super long, tu fais toute une anamnèse. Est-ce que c'est un peu différent des tests? Quelle va être la différence avec un test que tu vas faire chez un enfant? Au final, c'est assez proche de ce qu'on fait pour les enfants, parce qu'il y a des tests qui sont identiques chez l'adulte et chez l'enfant. C'est simplement que du coup, les normes sont pas les mêmes, parce qu'on fait en fonction de l'âge du patient. En fait, chez l'enfant, on fait un diagnostic très différentiel, à savoir qu'on va creuser sur toutes les fonctions cognitives. Parce que, du coup, vu que ce sont des enfants, le cerveau n'est pas encore à maturité, donc on doit vraiment analyser tout ce qu'il y a. Donc on analyse tant la mémoire que l'attention, que les fonctions exécutives. Voilà, c'est vraiment très très vaste. Là où l'adulte, on va directement foncer sur les fonctions exécutive et sur l'attention. En plus du QI, donc c'est vraiment, le diagnostic est plus court en soi. L'anamnèse est plus longue parce que du coup, c'est le parcours de vie qui a beaucoup plus d'importance. On se rend compte, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de profils TDA qui ont subi pas mal de burn-out. Et donc, souvent, ça déclenche parce que vu qu'il y a un espèce d'arrêt général du corps, en tout cas une mise à l'arrêt du corps, par après, on se rend compte que du coup, le corps a tellement donné le change pendant des années qu'il y a un arrêt complet. Et du coup, il y a des fonctions cognitives par après qui périclitent un peu, dont l'attention. La petite parenthèse du coup là-dessus, nous justement par rapport au burn-out, on a justement une analyse où on regarde la production du cortisol de la personne, et en effet quand cette production est complètement épuisée, dans ce stade justement où il passe entre une surproduction et puis un épuisement du coup de leurs glandes surrénales qui produisent ce cortisol, ça a un impact énorme sur tout un autre nombre de fonctions, notamment aussi au niveau des mitochondries, les cellules énergétiques, et donc on peut imaginer qu'en effet ça bloque aussi les fonctions exécutives. Tout à fait. Voilà, donc en faisant les analyses ici, ils peuvent, en tout cas au niveau nutritionnel, relancer certains mécanismes dans leur corps. Mais ma question du coup par rapport à ça, c'est, je voulais juste que tu redéfinisses un terme, les fonctions exécutives. Oui, donc les fonctions exécutives, c'est des fonctions qui sont là pour exécuter des choses très précises. Et donc à savoir que ça va être l'inhibition, donc être capable de retenir des comportements automatiques. Donc ça peut être cognitif ou verbal, ou moteur. Donc le cognitif ou verbal ou le moteur. Donc l'inhibition motrice, c'est cet enfant qui court dans tous les sens. Et l'inhibition cognitivo-verbale, c'est le fait de parler très vite, de parler très fort, de prendre beaucoup de place, de ne pas savoir quand ne pas interrompre quelqu'un, etc. Donc ça, c'est les deux plus grosses, entre guillemets, fonctions exécutives. À côté de ça, on va avoir la planification, donc le fait de planifier des choses, de planifier un parcours, planifier ma journée, etc. Et puis, il va y avoir tout ce qui est flexibilité, donc pouvoir, être capable de passer d'une consigne à une autre, d'un exercice à un autre, sans être trop perturbé. Et donc, la flexibilité aussi, c'est accepter un changement de dernière minute. J'ai un plan qui est fixe. Il y a une petite accroche et donc je ne peux pas faire ça comme je veux. Est-ce que je suis capable d'être assez flexible pour pouvoir retrouver une solution? Puis on va aussi avoir la vitesse de traitement qui participe aussi à ça. Il y en a encore plein d'autres, mais voilà, c'est les principales. D'ailleurs, on a fait un épisode avec Dr Hubeke qui lui avait fait sa thèse sur la rumination et l'impact des fonctions exécutives sur la rumination. Donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je trouvais ça intéréant de redéfinir ici ce que c'était, vu que tu en parlais. Ça va apparaître ici, là ou là. Quelque part. Donc je vous invite, c'est pour ceux que ça intéresse, à aller revoir cet épisode-là. Mais donc ça, c'est la partie, pour revenir, parce qu'on est parti un peu dans tous les sens. On parlait du diagnostic chez l'adulte. Maintenant, une fois qu'on est diagnostiqué, il n'y a pas spécialement besoin d'aller jusqu'au diagnostic chez le médecin, mais le diagnostic, vous avez été voir un neuropsy, vous êtes TDAH.
Du coup, ça doit soulever pas mal de questions. Quelles est pour toi les difficultés les plus fréquentes que tu entends de la part d'un adulte qui découvre qu'il est TDAH? Quelles sont les questions qui se posent généralement suite à ça, suite à la pose du diagnostic? Alors, généralement, on ne peut pas poser de diagnostic à proprement dit, simplement qu'on pose une hypothèse très appuyée. Mais donc voilà, moi j'explique que en fait, je travaille donc avec une neurologue et donc elle me dit que je peux faire du diagnostic, mais je peux pas l'écrire tel quel dans mon rapport, donc je peux le dire oralement. Et donc voilà, ici j'ai un patient qui l'est, ok. Souvent la première réaction c'est un peu un soulagement de se rendre compte de ok, tout mon dysfonctionnement a une raison d'être. C'est pas juste moi qui suis complètement tarée. Il y a une raison à tout ça. Et surtout, c'est un truc génétique. C'est quelque chose qui est là dans mon cerveau et je vais devoir composer. Donc ça, c'est la première situation. Souvent, c'est un peu ce soulagement de dire, OK, je suis pas complètement fou. Tout peut aller bien au final si c'est bien pris en charge. Et puis, la deuxième crainte, enfin, le deuxième point, c'est souvent cette crainte de, OK, mais qu'est-ce que je fais de ce diagnostic? Et souvent, ces craintes-là est même présente avant les tout premiers tests. Les parents parce que ici, moi, c'est le cadre de parents majoritairement, me disent, mais OK, mais à quoi ça va servir de savoir? En fait, ce que ça peut permettre, c'est que ça va en fait permettre de comprendre comment on fonctionne et donc se dire ok, donc dans une réunion d'équipe, je sais que moi j'ai tendance à être un peu perturbée si tout le monde parle dans tous les sens, j'ai besoin que ce soit très cadré et donc ok, qu'est-ce que je peux mettre en place parce que la réunion d'équipe elle va pas changer, ça va rester dans tous les sens, c'est du ping-pong entre différentes personnes, comment je peux gérer la situation. Et donc, en fait, notre rôle en tant que neuropsy, c'est trouver les solutions qui sont adaptées à chaque profil. Et donc, c'est se dire, OK, donc du coup, ici, on a une difficulté comme ça, on va mettre ceci en place. Mais au final, des craintes et des peurs, il n'y en a pas tellement, parce qu'une fois que le diagnostic est posé, c'est plutôt OK, c'est quoi les solutions? Donc, on est tout de suite dans quelque chose de très actif, qui ressemble du coup assez fort au TDA. C'est OK, il y a un problème, il faut des solutions. Et des solutions rapides et surtout qui sont efficaces et pas coûteuses en termes d'énergie et de temps, quoi. Mini parenthèse, de nouveau, tu as parlé du fait que c'est génétique. Oui. Pour ceux qui se posent des questions là-dessus, allez revoir le premier épisode, je crois qu'on en parle pas mal. Oui, on en parle beaucoup. Du coup, c'est quoi les solutions? Alors, les solutions, en fait, ça va être plein de micro-solutions. Et c'est ça que je trouve très chouette dans la mise en place de solutions chez l'adulte, c'est que et chez l'enfant aussi, c'est plein de micro-petites choses auxquelles on ne pense pas quand on a la tête dans le guidon, quoi. Et donc, bêtement, l'agenda papier, c'est quelque chose pour le TDA, il faut l'oublier, quoi. Ça ne peut pas exister, il faut un agenda numérique parce que le téléphone, une fois sur 5, l'agenda papier, une fois sur 5, on l'oublie. Notre téléphone, on l'a tout le temps sur nous et les agendas partagés, connectés comme ça sur application. Moi, par exemple, j'utilise Google Agenda. Mais du coup, Google Agenda, ça va être sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon ordinateur. J'ai pas mon ordinateur, je sais me connecter à mon Google Agenda, qu'importe où je suis. Et donc, ça me permet une flexibilité énorme et surtout, j'ai accès en permanence à mon agenda. Oui. Là où l'agenda papier, on l'a pas, on est un peu embêté. Donc tu dois pas attendre entre le moment où tu veux prendre une décision et tu peux la prendre. Voilà, je peux directement la prendre et surtout quand on me dit on croise une amie de longue date qu'on n'a pas vue depuis longtemps dans un rayon au supermarché. On se donne rendez-vous mardi prochain à 16h. Je sors du supermarché. Si je ne l'ai pas noté, je sais que j'ai oublié, quoi. Parce que j'ai repris mon cours de course, etc. Et donc, il faut faire attention à ce genre de choses. C'est vraiment des micro solutions. Donc, la première, c'est déjà organiser. L'organisation, c'est le plus important. Donc, il y a vraiment tout ce qui est agenda, mais aussi éventuellement faire des pages de to-do list, etc. Mais du coup, de nouveau, plutôt électronique. Parce que la to-do list qu'on met sur le post-it, sur le frigo, elle va être oubliée, soit perdue parce qu'elle a volé dans... Bref, elle va disparaître. Tandis que quelque chose qui est sur une application, on va la garder. Toi, je sais que tu utilises beaucoup Notion. Notion, ça participe à fond. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Google, ni par Notion. Pas du tout, je peux faire plein d'autres trucs. N'hésitez pas à me contacter. Mais donc voilà, si on fait plusieurs noms, donc il y a Notion pour toi, mais donc il y a aussi, moi j'utilise beaucoup Microsoft To Do, qui est un peu le même principe de checklist avec des tâches, avec des sous-tâches dans chaque tâche. Bref, on avance vraiment et il y a quelque chose de très satisfaisant. En plus, moi, il y a des petits bruits quand je clique que c'est validé. C'est très satisfaisant. Il y a un petit... Ouais, c'est ça, bravo. Donc, il y a quelque chose de très, très ludique et surtout assez
Voilà, c'est dynamique, quoi. Et donc, c'est important, en fait, d'organiser son temps comme ça. Le plus important, c'est l'organisation. C'est vraiment là-dessus qu'on peut vraiment se reposer et ça soulage, quoi. Et to-do list. Ouais. Bon. Mais électronique. En tout cas, connecté avec plusieurs médias. Et puis, deuxième chose, c'est un peu aménager son environnement. Donc, pas travailler sur un bureau qui déborde de feuilles papier. Voilà, de feuilles papier, de post-it partout sur l'écran d'ordinateur, de plantes, de tasses de café qui traînent. Voilà, c'est un truc où il faut vraiment faire attention à son environnement. Je prends toujours comme idée, parce que c'est comme ça qu'on les imagine, mais les cabinets d'avocats avec des piles de dossiers dans tous les sens, des caisses d'archives et qui débordent de partout. Ça, c'est clairement pas adapté à un cerveau TDA. Le TDA, il doit avoir un bureau assez vide, avec son ordi, les dossiers en cours, éventuellement une bouteille d'eau, etc., de l'autre côté des dossiers, parce qu'il y a toujours un peu de maladresse et donc on risque de renverser des trucs. Et donc voilà, il faut un environnement le plus neutre possible, avec, si possible, le moins de bruit possible, parce que du coup, le TDA est très perturbé par tout ce qui est stimulation auditive, et donc il faut essayer qu'il y ait le moins de perturbations sonores. Alors pour ça, on peut soit proposer un casque anti-bruit ou des boules qui assez classiques, des bouchons d'oreille, voilà, donc vraiment se protéger, ou alors utiliser un casque avec réduction de bruit ou des choses comme ça. Et si on veut travailler en musique, c'est toujours autorisé, mais il faut choisir du coup plutôt des musiques qui sont acoustiques ou classiques, ou alors, j'en avais parlé la fois dernière, mais donc les Lo-fi beats, qui sont ces morceaux en fait créés avec des fréquences plus basses qu'on va souvent entendre dans les cafés un peu branchés, et ça permet en fait une meilleure concentration parce que du coup c'est des fréquences plus basses qui stimulent la concentration. Donc ça c'est déjà des premières choses. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place au quotidien. Par exemple, j'utilisais l'exemple de la réunion qui part dans tous les sens, mettre un dictaphone au milieu de la table ou en soi devant soi, et donc en fait ça nous permet de réécouter la réunion par après, et donc de se raccrocher à des surtout maintenant avec les IA qui résument la réunion à la fin. C'est ça. Et puis, justement, par rapport aux IA, moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes patients. Je l'ai encore dit cette semaine-ci à une patiente qui me disait, oui, ça fait 3 semaines que je postpose une tâche parce qu'il faut que j'envoie un mail, mais je sais pas quoi écrire. Mais utiliser les IA, quoi. C'est fait en 2 secondes. On met la problématique principale, on écrit un peu quelques détails et puis on a un mail tout joli, bien pondu, quoi. J'ai découvert un truc aujourd'hui, justement, ça s'appelle Super Whisper. C'est pas sponsorisé non plus, qui permet de carrément, tu surlignes ton email, et puis après tu appuies sur 2 touches et tu dictes ce que tu veux répondre. Il va prendre en considération l'email que tu as reçu, et il va écrire la réponse directement dans la box de réponse en fonction de ce que tu dis, quoi. Incroyable. Ça, en gain de temps pour les personnes qui ont du mal à répondre à leurs emails parce qu'ils savent pas quoi écrire. Mais ça, c'est le genre d'outil qu'il faut clairement... je le dis autant à mes étudiants qu'à mes patients, il faut utiliser les IA, quoi. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de la société dans laquelle on vit, il faut les utiliser. Et donc, c'est une première chose. Et puis aussi... En fait, ce que ça permet, c'est aussi que les tâches qui, de base, pour notre mental, sont hyper chronophages, sont horribles parce qu'on doit penser à comment écrire le mail, en fait, ça peut être fait en 2 secondes, quoi. Et donc, il faut vraiment, en fait, essayer de dédramatiser toutes ces tâches qui ont l'air monumentalement énormes. Et donc, voilà, en se disant, OK, cette tâche qui me pose problème, est-ce que je peux pas optimiser mon temps pour la réaliser ? Et si oui, go, on l'a fait tout de suite, c'est fait. Et on n'y pense plus, quoi. Le truc aussi important dans les solutions TDA, c'est aussi justement avoir ce truc de se dire, je me rends compte que je dramatise certaines choses. Est-ce que je peux pas subdiviser ces grandes tâches en plein de petites ? Parce que quand on subdivise toutes les tâches en plein de petites tâches, ce que je disais avec moi mes to-do list avec des sous-tâches, ça me permet en fait d'être très efficace, parce que du coup j'ai des micro-points à réaliser et chaque micro-point en fait va très très vite. Et donc une fois que tous les micro-points sont faits, ma tâche est finie. Et donc, il y a vraiment tout ce parcours de dédramatisation à réaliser, quoi. Et je crois qu'en rentrant, tu m'avais parlé aussi de la gestion du temps. Oui, la gestion du temps. Alors, la gestion du temps, il y a une technique maintenant qui ressort beaucoup, qui est cette fameuse technique Pomodoro, où justement, en fait, on a évalué que le système cognitif d'un adulte normal n'est pas capable de se concentrer plus de 25 minutes. Mais ça couvre pour tout le monde. Qu'on soit TDA
TDAH ou pas. 25 minutes, c'est le max pour un cerveau humain adulte. Et donc, cette fameuse technique Pomodoro permet en fait, le concept, c'est de se concentrer un certain temps et puis de s'octroyer une petite pause. Et donc, pour ça, moi, j'utilise beaucoup ce genre de petits trucs, un time timer avec du coup ici une zone rouge qui va finir par disparaître. Et ça permet en fait de vraiment bien visualiser le temps qui passe. Pour mes patients, ça, je l'utilise énormément parce que justement, du coup, ça... Vraiment, c'est très visuel, quoi. On sait que le temps avance et ça permet d'être très, très concentré, en fait, sur... on est concentré sur notre tâche, mais en fait, quand on sent qu'on part un peu, on regarde, ok, j'ai déjà perdu 3 minutes, il faut que je revienne, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont en train de nous regarder maintenant sur TikTok, c'est ça, ne perdez pas trop de temps. Ils voient le temps disparaître, ils disent ici, il faut peut-être... Faites attention. Mais donc voilà, il y a ce truc de temps donc, avec les techniques Pomodoro, et il faut aussi se dire qu'on commence toujours une journée de travail, par exemple, par les tâches qui prennent le moins de temps. Et donc, c'est répondre à un mail, c'est envoyer un rappel à un patient ou à un client, qu'importe. C'est envoyer un petit message à la collègue pour savoir à quelle heure se fait la pause café. C'est les trucs avec lesquels on commence notre journée. Donc, c'est les petites informations qui prennent pas de temps du tout. Répondre au téléphone, etc. Et puis après, ces tâches-là, on les supprime de notre pensée et on attaque les plus importantes. Et du coup, quand on attaque les plus importantes, c'est avec justement des méthodes de concentration avec des périodes assez courtes. Et ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que, hors antenne, on discutait du fait que rattraper 25 minutes de déconcentration, c'est plus facile à rattraper que 4 heures, quoi. Et donc, j'ai parfois des étudiants qui me racontent, je dis étudiants pas supérieurs, et donc ils m'expliquent en fait que quand ils font des périodes de blocus, ils vont être concentrés pendant... ils essayent en tout cas de faire des périodes de travail de 3-4 heures, et puis en fait, ils se rendent compte qu'ils ont perdu 3-4 heures parce qu'ils étaient perdus dans leurs pensées. C'est beaucoup plus difficile de rattraper 4 heures que rattraper 25 minutes de travail, quoi. Et donc, il faut faire attention à ça, c'est que il faut, en subdivisant, on a moins de risques de perdre du temps. Donc là, du coup, on a parlé c'est hyper intéressant, tous ces tips, et surtout, moi, je me reconnais dans plein de choses que j'essaie de mettre en place, notamment une chose où tu disais l'importance de régler certaines tâches qui sont plus faciles à faire. Parce que souvent... Je sais pas d'où j'ai cette croyance que c'est intéressant de bloquer du temps au début de ta journée pour rentrer dans ce qu'on appelle les étapes de deep thinking, où tu vas pouvoir réfléchir vraiment sans interruption à des choses plus demandeuses cognitivement. Mais en fait, moi, je me rends compte que je suis pas capable de faire ça parce que j'ai 15 petites choses qui traînent, et tant qu'elles sont pas faites, je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose. Donc moi, ça ne marche pas pour moi. Il faut que je passe à travers toutes les petites choses que je dois faire avant d'arriver à me concentrer. Je sais pas si c'est quelque chose sur lequel on sait travailler, arriver à switcher ça, ou si c'est juste ma façon de faire et que je dois juste m'adapter à ma façon de faire. Tu vas devoir t'adapter à ta façon de faire. C'est un mode de fonctionnement qui t'est propre, et donc il y a cette idée de... Enfin, voilà, c'est comme par exemple, il y a eu tout ce courant il y a quelques années qui est encore présent encore fort maintenant, mais de Miracle Morning et des trucs comme ça où il faut absolument se lever à 5h du matin pour profiter de ces trucs-là. Chez un TDA, c'est pas du tout compatible, et donc il y en a plein qui s'essayent à ça en se disant ok, c'est comme ça que je vais devenir une meilleure personne, mais sauf qu'en fait le TDA il a des troubles du sommeil, etc. Et donc en fait il sait pas se lever à 5h du matin. Et donc ça veut dire qu'après il y a la culpabilisation, de l'anxiété, et donc en fait il faut aussi accepter qu'on n'est pas pareil que les autres, et donc non, en fait, il y a des trucs qui fonctionnent pas, et donc oui, moi je dois faire les petites tâches en premier. Tester des choses et voir ce qui fonctionne, quoi. Voir ce qui fonctionne, ouais, en fonction de ton profil. En parlant de ça, donc là on a parlé beaucoup de un peu gestion de tâches au final, mais qui est une des plus grosses problématiques dans le TDAH. Une autre problématique souvent soulevée, c'est la gestion des émotions. Ouais. Là, que ce soit du coup chez les enfants ou chez les adultes. Déjà, pourquoi est-ce que les personnes avec un TDAH semblent souvent avoir également plus de mal à gérer leurs émotions? Alors, le TDA, en fait, il est lié au circuit de la récompense, et donc à ces fameux shots dopaminergiques, mais aussi à la sérotonine. Donc, ce sont 2 hormones du bien-être. Qu'on teste aussi d'ailleurs chez Sim. En plus. Mais donc voilà, donc c'est la dopamine et la sérotonine qui sont toutes les deux en fait recherchées particulièrement par le TDA. Et en fait, les émotions, quand elles sont très intenses, sécrètent un peu de tout ça. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça que du coup, les émotions, la gestion des émotions, quand on ressent quelque chose, une joie, elle va être extrême d'office parce qu'en fait, ça stimule plein de choses. Et donc, en fait, on est de plus en plus heureux, mais tout comme la colère. La colère, on va ressentir au début une petite colère, et puis très rapidement, ça va devenir extrême pour des petites choses.
Si je prends mon cas, par exemple, au volant, je suis une horrible personne. Donc, voilà, je suis très bienveillante tout le temps, mais au volant, c'est vraiment un enfer parce que c'est toute ma frustration de ma journée qui ressort à ce moment-là. J'ai réussi à doser toute la journée et puis il y a un moment où ça explose. Donc, voilà, ça arrive. Mais donc, c'est pas forcément le cas chez tous les TDAH. Non, pas du tout. Ça, en fait, de nouveau, ça dépend un peu des profils de chacun. Mais donc, voilà, c'est la gestion des émotions, en fait, elle est liée aussi à plein de choses. Mais donc, de manière générale, on ne peut pas avoir une bonne gestion des émotions si on n'a pas une bonne connaissance de soi. Et donc, ça démarre déjà de ça. Et donc, moi, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mes patients. C'est vraiment leur confiance en soi, leur estime d'eux-mêmes et leur connaissance d'eux-mêmes. Et donc, on va travailler avec eux une émotion. Par exemple, si je prends la joie, qu'est-ce que ça va traduire? Et donc, au niveau de mes sensations corporelles, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va vraiment travailler cet aspect-là. Et on se rend compte que il y a des dénominateurs communs, bien évidemment, comme pour tout le monde. La joie, il y a des petits papillons dans le ventre, un peu de l'électricité dans tout le corps, on se sent super heureux, etc. Mais à côté de ça, on se rend compte que les petits papillons dans le ventre et les émotions très fortes, elles sont aussi là dans la colère. Et donc, il va falloir faire un peu cette discrimination entre les deux. Et qu'est-ce qui fait que la colère est différenciée au niveau des sensations? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont dénominateurs communs entre les deux. Et donc, voilà, c'est plein de choses comme ça, on doit vraiment travailler ça avec l'adulte. Mais donc, le démarrage de pourquoi est-ce qu'il y a une gestion des émotions qui est un peu plus compliquée, c'est lié à plein de choses. Donc, c'est lié à la dopamine, la sérotonine. Ça va être lié aussi à donc, ce manque de confiance en soi et le manque de connaissance de soi. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que du coup, il y a des études qui montrent un lien entre une différence de production de noradrénaline ou sérotonine, enfin de dopamine ou sérotonine En fait, c'est au niveau des capteurs à la dopamine. Au niveau des capteurs à la dopamine, en fait, on se rend compte qu'il y a qui sont un peu moins performants et donc ils en captent moins. Et donc les influx nerveux passent moins bien au niveau de la recapture de la dopamine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des informations qui se perdent en route, etc. Et donc, c'est vraiment lié à tout ce parcours de la dopamine et de la sérotonine. Et le cerveau TDA est vraiment en craving de tout ça. Il a vraiment besoin en permanence de retrouver cette dopamine, etc. Parce que justement, il y en a beaucoup qui se perdent au niveau des synapses. Ok, donc plus que chez quelqu'un qui... Beaucoup plus. Ouais. Et donc justement, les traitements servent à ça, à aider à la recapture, à rendre de nouveau tout ça de nouveau un peu efficace. Et donc c'est assez impressionnant au niveau des traitements. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Bah, nous, ce qu'on regarde par exemple dans dopamine et sérotonine, c'est pas la recapture, c'est justement la production et la circulation. Oui. Parce qu'on regarde justement ce qui est libéré dans la fente avant la recapture. C'est ça que nous on regarde. Mais je savais pas du tout qu'il y avait un lien entre la recapture. Au niveau de la recapture, oui. Super intéressant. Oui. Et donc du coup, est-ce que tu as des conseils pratiques? Donc là, tu parlais du travail que tu fais avec tes patients en consultation sur l'identification des émotions, qui je pense est un travail intéressant à faire TDAH ou pas. Oui, clairement. Mais est-ce que tu as d'autres un peu des grands conseils pratiques pour les personnes qui ont été diagnostiquées ou qui pensent fortement l'être et qui identifient aussi peut-être parfois une difficulté à gérer les émotions? Alors, au niveau des conseils et de ce qu'on peut mettre en place, je dirais que déjà, de manière générale, il faut... Parce que, en fait, le TDA est une des grandes caractéristiques, c'est cette culpabilité perpétuelle de ressentir des choses. Et donc, il faut déjà essayer de travailler sur cette culpabilité. Et donc, en fait, c'est OK d'avoir des émotions, encore plus OK d'avoir des émotions qui sont extrêmes. Et donc, il faut juste être complètement dans une déculpabilisation énorme de tout ça. Ça, c'est déjà, je trouve, le point majeur. Parce que, voilà, j'ai eu le cas cette semaine d'une patiente qui me disait que son compagnon ne supportait pas le fait qu'elle se mette à pleurer tout le temps quand il y avait un film, etc. Et donc, elle culpabilisait beaucoup et donc, elle était stressée de regarder des films tristes. Et je trouvais ça super triste parce que justement, c'est hyper important d'être connecté à ses émotions. Et donc... pour rire avec elle, je disais, mais c'est votre compagnon le problème, quoi. C'est pas vous, c'est très important de nourrir tout ça. Mais donc, elle avait un grand sentiment de culpabilité. Et elle avait peur
que du coup ces émotions parfois soient plus importantes que d'autres, etc., qu'elles ressentent des émotions plus fortes que les autres, et en fait c'est ok de ressentir des émotions qui sont fortes et extrêmes. Donc il y a vraiment ce truc d'acceptation de l'émotion, et toutes les émotions doivent être acceptées. C'est pas juste la joie et la tristesse, la colère, elle doit être acceptée aussi. Quand on est en colère, il faut accepter cette colère, et donc elle est là, et en fait la colère, et toute émotion envoie un signal au corps, et envoie un signal, nous envoie un signal, et donc ok, là ici je ressens quelque chose qui me met inconfortable, il faut que je me pose un peu, que j'accepte que cette émotion soit là, mais qu'est-ce que ça traduit en fait? Et donc c'est justement qu'est-ce que ça traduit qu'il faut essayer de comprendre, et une fois qu'on a ça, du coup on peut travailler sur cette émotion, et donc c'est un truc qui doit se faire, c'est très difficile à faire solo. Voilà, c'est quelque chose où vous devez être aidé par un psy, par un neuropsy, qu'importe, mais il faut quelqu'un qui puisse vous aider et vous guider en fait dans ce chemin-là, parce que clairement c'est très vaste comme sujet, et gérer ses émotions tout seul, c'est pas possible. Enfin, c'est difficilement réalisable en tout cas. Ouais, donc ça va être fortement conseillé d'aller voir quelqu'un, voilà, pour cette partie-là aussi, quoi. Ouais. Mais c'est quelque chose qui revient un peu dans la conversation, et de nouveau dans l'exemple de ta patiente qui était anxieuse à l'idée de regarder un film triste. Oui. Il y a souvent beaucoup d'anxiété liée au TDAH, que ce soit de ne pas faire que les choses comme les autres, d'être un peu différent, ou de ne pas réussir à arriver au bout des choses. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu remarques dans ta pratique? Comment est-ce que ça se manifeste? En fait, l'anxiété, on la sent beaucoup. Déjà chez les enfants, on en ressent beaucoup, parce que les enfants sont confrontés, donc du coup ils sont dans un système de classe classique avec plein d'enfants qui fonctionnent correctement, et puis il y a nos petits patients qui dysfonctionnent un petit peu, et donc il y a une anxiété parce que du coup on est différent de l'autre. Donc c'est une des premières choses chez certains patients, c'est cet aspect de dysfonctionnement par rapport à l'autre, et l'adulte va ressentir aussi ce truc-là, parce que pourquoi est-ce que les autres y arrivent et pas moi? Et donc, il y a un grand sentiment de comparaison et du coup d'injustice par rapport à tout ça qui en fait amène à de l'anxiété. Voilà, ma collègue, elle arrive à... je prends l'exemple de quelqu'un qui se dirait, ma collègue, elle arrive à suivre une réunion de 2 heures sans souci, elle n'a pas de moment où elle déconnecte. Moi, je peux passer la moitié de mon temps en fait à checker des mails, à regarder mon Instagram, à penser à mon toilettage de mon chien demain matin, et plein d'autres choses. Et donc, en fait, il y a vraiment... tout ce panel de choses qui fait qu'on ressent de l'anxiété, parce qu'en fait, on ne se sent pas à notre place en permanence. Il y a aussi, de manière générale, chez le TDA, parce que du coup, c'est lié à un manque de confiance en soi. En fait, le TDA crée un manque de confiance en soi, et du coup, un syndrome de l'imposteur, etc. Et tout ça, du coup, rajoute de l'anxiété, parce qu'on ne se sent jamais à notre place. Il y a vraiment ce sentiment un peu de « je ne suis jamais adaptée à aucune situation, je ne sais pas faire de small talk avec quelqu'un, voilà, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise ». Et donc, il y a plein de choses comme ça qui font que le TDA se sent jamais, en fait, vraiment à sa place. Et du coup, ça amène beaucoup d'anxiété. Et puis, voilà, on en parlait avec le burn-out, etc. Le burn-out, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir chez le TDAH adulte. C'est souvent des personnes qui ont vécu 1, 2, 3, 4 burn-out sur leur parcours professionnel. Et donc, oui, l'anxiété, elle est clairement très présente dans ce genre de profil. Et tu en as parlé un petit peu dans l'épisode précédent, des choses que tu peux faire notamment sur la confiance en soi aussi. Parce que c'est aussi une force de ne pas toujours être comme les autres et de ne pas faire les choses comme les autres. Comment est-ce que tu fais pour travailler sur cette anxiété, ou les conseils que tu as pour les personnes qui ont pas mal d'anxiété liée à ça? Alors moi, déjà, le conseil numéro 1, c'est soyez suivis par des psychologues qui sont adaptés. Ça, c'est vraiment le premier truc à faire. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur personne qu'un psy pour gérer ça, parce que du coup, chez un psy qui est, et même pas nécessairement spécialisé TDA, c'est simplement qui a une connaissance de ce que c'est, même très large, mais qui est en tout cas adapté, et tous les psys qui ont fait la psychologie adulte sont capables de le faire. C'est vraiment, en fait, gérer le manque de confiance en soi, et du coup, la gestion des émotions, la gestion de l'anxiété, et tout ce qui peut découler de tout ça. Parce que, en fait,
c'est un peu le b.a.-ba d'une personne qui est bien dans ses baskets, mais c'est vraiment cette connaissance de soi et cette confiance en soi. L'estime de soi, c'est vraiment le truc à bosser en priorité. Parce que grâce à ça, on va mieux gérer nos relations sociales, on va mieux gérer nos émotions, notre travail, notre professionnel, etc., se sentir plus légitime dans notre place. Et donc, il y a beaucoup de choses à bosser. Et donc, je trouve que le premier truc à conseiller, c'est vraiment ce rendez-vous psy avec un suivi long terme. Donc, c'est pas juste je vais aller cracher et juste vider mon sac chez mon thérapeute et j'irai beaucoup mieux demain. Ça fonctionne pas. Il faut vraiment entamer un suivi long terme avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Donc, ça, c'est vraiment le premier truc à faire, quoi. Ah, parce que l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose d'hyper multifactoriel. Complètement. Par quoi est-ce que tu peux commencer pour travailler ton estime de toi ? C'est une bonne question. Si moi j'analyse un peu mon parcours, parce que du coup moi je suis passée par là aussi au niveau de mon suivi psy, je pense que déjà c'est une connaissance et une acceptation de justement ces fameuses émotions, parce que on a tendance à vouloir un peu occulter certaines parts de notre personnalité en se disant ok, ça par exemple, si je prends mon cas très personnel, je suis quelqu'un de très énergique, je parle fort, je parle vite, je suis très expressive, et je sais que c'est quelque chose qui parfois a dérangé quand j'étais adolescente, et donc du coup ça a découlé un sentiment un peu de culpabilité de ne pas laisser place à l'autre, et donc du coup je m'effaçais à certains moments, mais sauf qu'en fait je dois accepter cette part de moi, et donc en fait non, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui prend de la place quand je suis en public, etc., et je dois quand même respecter les autres, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est aussi une part de moi que je ne peux pas occulter en me disant je peux pas être moi-même. Et donc être soi-même, c'est un peu la base de tout. Et donc c'est un des premiers trucs que j'ai bossé avec ma psy. C'est ma place, elle est ok, quoi. J'ai le droit de prendre cette place parce que en fait ça va convenir à plein de personnes. Et donc c'est vraiment ce travail de ne pas se cacher et être qui on est vraiment, et essayer de justement ouvrir toute notre personnalité, et pas juste fermer certains trucs derrière la porte en se disant non, ça ce sera c'est pas un truc que j'assume pas, je peux pas, voilà, il faut que je le cache aux yeux des autres, quoi. Devenir soi-même, quoi. Voilà, c'est un peu la base. Il y a un dernier sujet aussi que je voulais qu'on aborde avant la fin. C'est de plus en plus on entend parler des profils HPI ou hypersensibles. Est-ce que ça a un lien déjà avec le TDAH ? Et puis après, on discutera peut-être de comment, au niveau du diagnostic et autres, comment est-ce que ça se déroule dans ces cas-là. Ok. Mais donc oui, en fait, HPI, donc HS, donc maintenant on parle de HPE, donc haut potentiel émotionnel, et HPI c'est donc haut potentiel intellectuel. Et HS c'est hypersensible. Mais c'est la même chose que HPE. Ouais, c'est la même chose. Et je trouve que HPE est plus adapté. Donc en fait, ils peuvent être... il y a des liens entre chaque. Et donc, on va souvent voir que le TDA a souvent un HPI à côté, parce que justement, le TDA est très bon dans cette résolution de problèmes, et donc va vraiment chercher des solutions tout le temps, est capable d'une vitesse de traitement qui est assez folle pour certains. Et donc, il va y avoir vraiment ce traitement de l'information très rapide, qu'on retrouve souvent dans les profils, justement, HPI, donc au potentiel intellectuel. Donc ça, déjà, c'est deux pathologies qui sont concomitantes. Mais c'est pas encore la même chose qu'un HP du style Asperger ou... Mais donc ça, on est plutôt dans du TSA, donc du coup avec un spectre autistique. Ok, oui, c'est ça. Mais donc, ça peut quand même tout être un peu lié. Oui, mais général, il n'y a pas tous les TDAH qui sont HP. Non, pas du tout. Ouais, okay. Donc, ça peut être concomitant, mais c'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on est HP. Ok, oui, c'est ça. Donc ça, non, clairement, il y a du TDAH, il y a du HPI, il y a de l'hypersensibilité, quoi. C'est vraiment différentes choses. Et donc, il y a le HPI. Donc, pour le HPI, par exemple, au niveau du diagnostic, il faut faire un QI assez classique. Et donc, on va attendre que les fonctions, les différents indices du QI soient tous au-dessus de 130. Et donc, ça veut dire qu'on est dans le percentile 99. Donc, ça veut dire qu'il y a 99% de la population qui est en dessous de nous. C'est ça. Donc, ça représente que 1% de la population. Voilà, ça représente que 1% de la population, ce qui est très peu. Quand on analyse. Donc, mais par rapport au nombre de personnes qu'on entend qui sont HP ou HPI, il n'y en a pas autant. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et donc ça, c'est la première chose dans le QI. Et puis à côté de ça, en fait, on va faire l'électroencéphalogramme. On va faire des potentiels évoqués, qui est un système de testing très spécifique en médecine. Il va y avoir plein de questionnaires. On va de nouveau faire une anamnèse très longue, etc. Et donc, il y a vraiment des centres qui sont spécialisés dans le HPI. Et donc, c'est ces centres-là qu'il faut viser. Parce que eux, du coup, ont vraiment toutes les batteries de tests pour
pouvoir réaliser un diagnostic HPI. Donc ça, c'est pour le HPI. Ouais, et de nouveau, je vais te poser la question pour celui-ci et puis pour l'autre, quel est l'intérêt de faire ces démarches en fait, à partir de quel moment est-ce qu'on va se dire en fait j'ai envie d'entreprendre ces démarches, et quel va être l'intérêt de ces démarches? De nouveau, c'est des tests chez Neuropsy. C'est un accompagnement général chez un neuropsy avec un ensemble de batteries de tests que tu viens d'évoquer. C'est ça. Mais donc en fait, l'intérêt, de nouveau, c'est simplement la compréhension de soi. Donc c'est, ok, en tant que personne, je me sens différente. Et donc, est-ce que ça pourrait être des explications? Est-ce que en faisant ces tests, je vais me rendre compte que oui, en fait, je suis différent? Ou est-ce que non, en fait, j'ai l'impression de l'être, mais au final, je le suis pas. Donc c'est plus cette espèce de compréhension de soi qui est vraiment le point clé de pourquoi est-ce qu'on va faire ces tests, quoi. Donc ça, c'est pour le HPI. Et puis du coup, pour le HPE, donc le haut potentiel émotionnel, ça, en fait, il faut faire super attention à ce qu'on lit sur les plateformes, parce que de base, le HPE, c'est un bench marketing. Donc c'est quelque chose qui a été créé aux États-Unis pour justement vendre. La première personne qui en a parlé, j'ai oublié son nom parce que vraiment ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais elle a créé un site internet sur lequel elle pose 20 questions et elle écrit à la fin, c'est des questions où il faut répondre par oui ou par non, et elle met si vous avez 13 oui, vous êtes HPE. Et si vous avez moins de 13 oui, 13 oui, pardon, et que vous vous sentez HPE, vous êtes HPE. Et donc il y a zéro preuve empirique de ce qu'elle raconte, il y a zéro... Enfin, voilà, c'est vraiment zéro cohérence en fait à ce truc-là. Et donc il faut faire très attention. Maintenant, le HPE, et donc ce haut potentiel émotionnel, cette hypersensibilité, elle est quand même quantifiable pour certaines choses, à savoir la sensibilité sensorielle. Donc être dérangé par une lumière, le son, etc. Ça c'est des choses qu'on peut quantifier, mais je pourrais jamais quantifier que mon émotion de joie est plus forte que la tienne, par exemple. Et donc il faut faire attention à ça. Maintenant, il est limpide qu'il y a des personnes qui ressentent des émotions plus fortes, et donc qui ressentent tout de suite des émotions extrêmes. Mais donc tout ça, ça doit être évalué par des thérapeutes qui sont formés à ça. Et donc de nouveau, il faut rencontrer des gens qui sont formés. Donc souvent, là, on va en psychologie pure. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est généralement des personnes en fait où c'est un peu handicapant dans le sens où dès qu'ils sont un peu fatigués, ils vont vite être un peu trop sensibles à la lumière. L'interaction va vite les épuiser. Les bruits vont les rendre mal. C'est plus ce genre de profil. C'est ça. Mais du coup, à identifier, à diagnostiquer avec neuropsy et psychologue. Ouais, c'est ça. Top. Écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Je crois qu'on a répondu à pas mal de personnes qui ont des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter. On pourra peut-être faire encore un 3e épisode avec Agathe. Mais en tout cas, merci pour toutes vos réactions sur le premier épisode. Merci à toi, Agathe, d'être revenue sur l'épisode. N'hésitez pas je me retourne même vers la caméra, à vous abonner à la chaîne, à liker cet épisode, à partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de son contenu. Ça nous aide beaucoup dans cette aventure qui est très agréable d'ailleurs de faire un podcast. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine fois. Au revoir. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien